Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la suite des vidéos que j'ai consacrées au rappel mathématique. Donc cette série qui est destinée à tous les élèves qui ont obtenu leur baccalauréat et qui sont inscrits dans une école d'ingénieur, dans un cycle prépa, dans une FST ou bien dans une faculté des sciences et techniques. Donc je suis à la vidéo numéro 7. Dans cette vidéo, je vais parler de ce qu'on appelle les opérateurs vectoriels. Donc vous avez trois opérateurs vectoriels, ce qu'on appelle l'opérateur gradient, l'opérateur divergence et l'opérateur rotationnel. Voilà quelques opérateurs qui vous posent quelques problèmes, surtout de point de vue leur signification. Donc je vais essayer dans cette vidéo de définir, je vais me consacrer pour chaque opérateur une vidéo à part. Donc dans cette vidéo, je vais parler de l'opérateur gradient. Qu'est-ce que c'est que la définition mathématique du vecteur gradient? Ensuite, quelle est sa signification physique? Autrement dit, sur quoi il nous renseigne le sens du vecteur gradient, puisque c'est un champ vectoriel, sur quoi il nous renseigne son module et de quoi, qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de sa direction. Et à la fin, je vais faire quelques exemples et exercices d'application. Bien. Rappelons d'abord que l'opérateur gradient, c'est un opérateur qui agit sur un champ scalaire pour obtenir un champ de vecteurs. Donc voilà ce que c'est que cet opérateur gradient. Lui, il agit sur une fonction scalaire comme la pression, comme la température, comme le potentiel, la densité, tout ce que vous voulez. Donc il agit sur une fonction scalaire et le résultat, c'est un vecteur. Bien. Quelle est sa définition mathématique? Pour la définition, elle est très simple en coordonnées cartésiennes. On va s'intéresser uniquement pour le moment aux coordonnées cartésiennes. Parce qu'on verra qu'en coordonnées polaires et cylindriques, vous avez une autre définition mathématique de cet opérateur. Eh bien, je rappelle la différentielle d'une fonction à trois variables. Si vous avez une fonction scalaire qui dépend de trois variables x, y et z, la différentielle, je l'ai définie dans la vidéo numéro 1, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x, bien sûr, ça suppose y et z constants, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, et ainsi de suite. En coordonnées cartésiennes, là aussi, on a montré dans la première vidéo que le déplacement élémentaire, c'est d de x suivant i, d de y suivant j, d de z suivant k. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la différentielle de cette fonction peut être obtenue en faisant le produit scalaire de deux vecteurs, ce vecteur-là qui est le d de r et ce vecteur-là. Voyons voir, si je fais le produit scalaire, d de f de x par rapport à x fois d de x, c'est ce terme-là, plus ay fois by, c'est-à-dire d de f sur d de y fois d de y, c'est exactement ce vecteur, et plus d de f sur d de z fois d de z. Eh bien, ce vecteur-là, qu'on appelle par définition gradient de f, ou bien qu'on note nabla, ça c'est l'opérateur nabla de f, donc par définition coordonnées cartésien, c'est tout simplement la dérivée de f par rapport à x suivant i, plus la dérivée de f par rapport à y suivant j, plus la dérivée de f par rapport à z suivant k. Donc vous voyez, il agit sur une fonction scalaire qui est f. F c'est une fonction scalaire. Le résultat, c'est un vecteur. Le résultat, c'est un vecteur. Ça, il faut bien le noter. Donc cette définition, notez bien, n'est valable qu'en coordonnées cartésiennes. Tout à l'heure, je vais vous donner la définition du gradient en sphérique et en cylindrique. Et en polaire aussi. Bien. Donc voilà la définition mathématique. Mais bien sûr, souvent, on est un peu frustré si on ne comprend pas l'utilité de cet opérateur-là et sur quoi il nous renseigne. Je prends un premier exemple et les propriétés, je vais les déduire à partir des exemples. Prenons un champ scalaire, f de x, y égale x fois y. Voilà un champ scalaire qui, à chaque point x, y, fait correspondre x fois y. Donc ça, c'est un champ scalaire. Prenons le cas d'un champ scalaire qui est constant, xy égale à 2. Une fonction f de xy telle que f de xy égale à 2. C'est une fonction qui est partout. Pour tous les points xy, vous avez toujours le produit xy est égal à une constante. Calculons gradient de f, d'abord, de ce champ scalaire. Gradient de ce champ scalaire, qui est par définition quoi?
Gradient de f, par définition, c'est d de f sur d de x suivant i, plus d de f sur d de y suivant j, parce qu'il ne dépend pas de z. C'est quoi la dérivée de xy par rapport à x? C'est y. La dérivée de xy par rapport à y, c'est x. Donc, vous voyez bien que gradient de f, c'est yi plus xj. C'est un vecteur. Essayons de tracer ce vecteur en un point de coordonnées x égale à 3, y égale à 1. Voilà 3, voilà 1. Qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut i plus 3j. Donc, voilà le vecteur i, voilà le vecteur 3j. Donc, si je fais ce vecteur plus celui-là, j'obtiens le gradient de f au point 3, 1. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le gradient de f en ce point, il est perpendiculaire à cette fonction. Et cette propriété, elle est très générale. Vous pouvez calculer le gradient de f en n'importe quelle fonction. Vous allez trouver toujours que le gradient de f, il est perpendiculaire à la fonction f de x égale une constante. Donc, première propriété, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la courbe f de xy égale une constante. Voilà une première propriété. On va la confirmer par cet deuxième exemple. Prenons une sphère. C'est une fonction scalaire qui est définie par x carré plus y carré plus z carré égale à 9. Donc ça, c'est la fonction scalaire. Essayons de calculer le gradient de cette fonction scalaire. Donc c'est la dérivée de tout ça par rapport à x, c'est 2x suivant i. N'oubliez pas les vecteurs, c'est très important. Plus la dérivée de ça par rapport à y, c'est 2y suivant j. Plus la dérivée de ça par rapport à z, ça vous donne de z suivant k. Si je calcule le gradient de f en un point ici de coordonnées 3, 0, 0, ça vous donne 2 fois 3, 6 suivant i. Donc ça vous donne un vecteur qui est 6 suivant i. Si je le calcule en ce point de coordonnées 0, 3, 0, j'obtiens 0, 6 suivant j. Et ainsi de suite, vous pouvez les calculer en x égale à 0, 0, moins 3, 0, 0, vous allez trouver moins 6i, ainsi de suite. Et vous voyez, là aussi, que le vecteur gradient, donc partout, si je calcule le vecteur gradient, dans n'importe quel point quelconque, je trouve toujours que le gradient, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la fonction f de x, y, z égale une constante. Donc, propriété numéro 1 de cet opérateur, c'est un vecteur qui est perpendiculaire aux surfaces iso-f. Ça veut dire toutes les surfaces qui sont définies par f égale une constante. Si vous calculez le gradient de f en ce point, vous êtes sûr que le gradient de f est perpendiculaire à cette fonction-là. Donc, si par hasard, dans un exercice, vous avez l'équation d'une surface, on vous demande de déterminer la normale à cette surface. Donc, la normale, c'est tout simplement gradient de f. Et pour avoir le vecteur normalisé, vous divisez par le module de gradient de f en ce point. Et vous allez déterminer un vecteur normal à la surface. Voilà une première propriété. Deuxième propriété, je vais l'expliquer par un exemple concret de l'électrostatique. Bon, je sais que vous n'avez pas encore fait d'électrostatique, mais vous allez montrer que si vous avez une charge ponctuelle Q positive, il va créer un potentiel en tout point de l'espace qui est donné par Q sur 4 pi epsilon 0 fois R. Bon, epsilon 0, pour le moment, c'est une constante. Je prends un cas le plus simple, je prends que Q est égal à 4 pi epsilon 0. Comme ça, je vais avoir ce potentiel, c'est une fonction simple, c'est 1 sur R. Ça veut dire si R égale à 1 mètre, je vais avoir un potentiel de 1 volt. R égale à 2 mètres, 1 demi, 0,5. R égale à 3, je vais obtenir 0,1 tiers, c'est 0,33 volts. Très bien. Donc voilà l'expression de notre potentiel, c'est 1 sur R en coordonnées polaires, ou bien 1 sur x carré plus y carré plus z carré en coordonnées cartésiennes. Essayons de calculer le gradient de cette fonction-là. Donc c'est d de v sur d de x suivant i. Bon, on va voir qu'en coordonnées sphériques, polaires ou sphériques, ça va être beaucoup plus simple. Mais je vais les faire en coordonnées cartésiennes. C'est d de v sur d de x suivant i plus d de v sur d de y et ainsi de suite. C'est quoi d de v sur d de x suivant i? Je dérive cette quantité par rapport à x. Or, vous voyez bien que r, c'est une fonction de x. Il dépend de x. Donc, on va vers les propriétés de la dérivée d'une fonction composée. Donc, je dérive par rapport à x. Donc, je dérive d'abord par rapport à r. Ensuite, je dérive r par rapport à x. Donc, la dérivée de 1 sur r par rapport à r, c'est moins 1 sur r carré. Et la dérivée de r qui est, je rappelle que r, c'est racine carrée
de x carré plus y carré plus z carré. Donc la dérivée de ça par rapport à x, dérivée de r par rapport à x, c'est 2x sur 2 racines. Simplifié par 2, donc x sur racine, c'est x sur r. Donc fois x sur r. Donc vous voyez bien, c'est moins x sur r au cube. Et la même chose, là vous allez obtenir moins y sur r au cube. Là c'est moins z sur r au cube. Je factorise par moins 1 sur r au cube. Et qu'est-ce qu'il va me rester? Moins 1 sur r au cube, facteur de xi, plus yj, plus zk. Ça n'est autre que le vecteur r. Et c'est pourquoi je trouve moins r sur r3. Et je peux introduire le vecteur er, qui est le vecteur sphérique. Et vous savez que er, c'est r sur r. Donc je peux remplacer r sur r par er. Et ça vous donne moins er sur r carré. Donc ce gradient de v, ou bien moins r sur r au cube, ou bien moins er sur r carré. Qu'est-ce que je remarque? Que le gradient de v, il est opposé au vecteur er. Donc vous voyez, il est perpendiculaire à la surface, mais il est dirigé vers le centre, partout. D'accord? Donc je déduis la deuxième propriété. Qu'est-ce qu'on a dit là? Ce potentiel, c'est à peu près, c'est une fonction 1 sur r. Vous voyez bien ici, il vaut 1 volt, ici il vaut 0,5. Après, il vaut 0,33 et ainsi de suite. Donc la direction de notre gradient, il nous indique le sens du vecteur gradient, c'est la direction où le taux d'accroissement de la fonction f est maximal. Donc il vous donne toujours la direction suivant laquelle cette fonction augmente. Donc je passe de 0,5 à 1, de 1 à 2 et ainsi de suite. Donc il vous donne donc la direction, nous renseigne sur suivant quelle direction le taux d'accroissement de la fonction auquel j'ai calculé le gradient est maximal. Donc, gradient de f, s'il est dirigé dans ce sens, ça veut dire que c'est dans cette direction que la fonction va avoir le taux d'accroissement le plus grand. Donc, il augmente dans ce sens-là. Par contre, il va diminuer, bien sûr, dans le sens opposé. Bien. Donc, maintenant, direction du vecteur gradient de f, on a dit, c'est la direction où le taux d'accroissement de la fonction f est maximal. Bon, vous allez voir en électrostatique que le champ électrique, il est donné par moins gradient de V. Vous allez comprendre la signification tout de suite de ce signe moins. On sait que si on a une charge ponctuelle positive, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Or, on a dit que gradient de V, il est suivant moins ER. Donc, pour avoir un champ qui est dirigé suivant ER, il faut ajouter ce signe moins. On dit tout simplement que le champ électrique, il est toujours dirigé du potentiel le plus élevé vers le potentiel moins élevé. Vous avez ici 1 volt, 0,5, 0,33, 0,25. Bon, je suppose que je passe de l'une à l'autre par une distance de 1 mètre. D'accord? Donc la direction du gradient pointe dans la direction où la fonction augmente, c'est ce qu'on a dit avant. Donc deux propriétés pour le moment. Elle est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. Voilà ce qu'on appelle une surface équipotentielle. Surface équipotentielle, c'est-à-dire où tous ces points-là, de cette sphère-là, ils sont au potentiel 0,25. Tous les points de cette surface, ils sont au potentiel 0,33. Donc pour une surface équipotentielle, partout, je sais d'avance que mon opérateur gradient, si je le trace ici, je suis sûr qu'il est perpendiculaire. Il est perpendiculaire, il est perpendiculaire. Maintenant, pourquoi il est dirigé dans ce sens? On a dit qu'il nous donne la direction, nous renseigne sur la direction où le taux d'accroissement de f est maximal. Donc vous voyez bien que le potentiel augmente dans ce sens-là. C'est pourquoi le gradient est dirigé dans ce sens-là. Maintenant, il nous reste une troisième propriété, c'est sur le module. Et là aussi, le module, je vais l'expliquer à travers cet exemple qui est très simple, toujours. Le gradient de V, on a dit que le gradient de V est égal... Donc, gradient de V, on l'a calculé, c'est voilà, c'est moins ER sur R carré. Donc, gradient de V est égal de V, c'est moins ER sur R carré. Donc, si je le calcule, le module, là, on suppose 1 mètre, là, c'est 2 mètres, là, c'est 3 mètres, là, c'est 4 mètres. Donc, vous voyez bien que 1 mètre, ça va être, le gradient de V, ça va être 1 volt. Le gradient de V, ça va être 1. Donc, c'est plutôt 1, d'accord? Et à 2, ce sera 1 quart. Donc, 1 quart, c'est 0,25 ici. Ici, le gradient de V, c'est 0,11 et ainsi de suite.
Bien. Vous voyez maintenant qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la charge, le module du gradient décroît très très fortement. Donc comment comprendre l'origine de l'amplitude du vecteur gradient? Eh bien, il suffit de tracer la courbe. Je rappelle, le potentiel, c'est 1 sur R. Bien sûr, si vous avez une charge R, le potentiel a 3 dimensions. Là, on va le représenter juste à une dimension. Donc, vous voyez, ça, c'est la courbe V en fonction de R. Il varie en 1 sur R. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'au fur et à mesure qu'on tend vers la charge, c'est-à-dire que je me rapproche de la charge, la pente ou bien le taux de variation devient très important. Sur une longueur d de R, vous voyez bien ici la variation elle est très forte. Là, la variation elle est très faible, c'est-à-dire la pente, autrement dit la pente de la courbe V en fonction de R diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la charge Q. Donc l'amplitude du gradient elle est proportionnelle à la pente de la tangente à la courbe V de R. Donc vous voyez là, on retrouve la notion de différentiel, de gradient, de dérivée. Autrement dit, sur une variation de R, vous avez ici un changement, une variation très importante du potentiel, alors que si vous éloignez de la charge sur une même distance d de R, vous avez une très faible variation du potentiel. Donc l'amplitude nous renseigne sur la pente de la tangente de la courbe V de R. Voilà, donc vous voyez ici l'amplitude elle est très importante, là il diminue encore plus. Très bien. Donc je résume, l'opérateur gradient c'est un opérateur vectoriel qui agit sur une fonction scalaire, sur un champ scalaire, pour donner un champ vectoriel. Sa définition mathématique elle est très simple, nous avons vu sa définition en coordonnées cartésiennes. Maintenant, la direction du gradient est celle où la variation du potentiel est la plus rapide. J'explique encore cette notion d'une autre manière. Imaginez, vous allez vous déplacer d'une surface équipotentielle de 0,25 jusqu'à une surface équipotentielle 0,3. Vous avez plusieurs chemins. Soit vous pouvez aller suivant ce chemin, soit vous pouvez aller sur ce chemin, soit vous pouvez aller sur ce schéma. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous indique la direction du gradient? C'est le chemin le plus rapide pour passer d'un potentiel à un autre. C'est exactement la signification de ce vecteur gradient. Pour aller de façon la plus rapide, autrement dit la direction où le taux d'accroissement est maximal, c'est celle du vecteur gradient. Donc, si vous voulez passer d'un point sur une surface à un autre point, le chemin le plus court qui vous donne le taux d'accroissement de la fonction f le plus grand, c'est celui qui est donné par le gradient de f. L'orientation, bien sûr, on a dit l'orienter dans le sens des valeurs croissantes du potentiel. Donc le potentiel, s'il croît dans ce sens-là, le gradient va être dirigé dans ce sens-là. Au contraire, si vous prenez une charge négative, vous allez montrer que l'inverse, le gradient pour une charge négative va se diriger vers l'extérieur. Donc ça, c'est le gradient de V. Pour une charge négative. Ah. Pour une charge positive, parce que là, pour une charge négative, le potentiel est maximal, le potentiel est négatif, donc le maximum du potentiel, c'est ici. C'est à l'infini, c'est 0. Alors que ici, ça peut être moins 1, moins 2, et ainsi de suite, moins 1, moins 0,5, et ainsi de suite, jusqu'à tendre vers 0 à l'infini. Donc vous voyez bien que le potentiel augmente si je m'éloigne de la charge. C'est l'inverse d'une charge positive. Et l'amplitude du gradient, on a dit qu'elle est proportionnelle à la pente de la tangente à la courbe V de R. Donc voilà, cette notion, j'espère avec cette partie-là, vous avez compris un petit peu la signification de ce vecteur gradient. Maintenant, passons aux quelques calculs. D'abord, je donne la définition du vecteur gradient en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques. C'est très facile de se rappeler. Il suffit de voir qu'est-ce que c'est qu'un déplacement élémentaire dans le système de coordonnées. Par exemple, en cylindrique, nous avons montré que c'est d de R suivant ER, plus RD de θ suivant Eθ, plus D de Z suivant EZ. Donc, vous voyez bien l'opérateur gradient, vous dérivez juste par rapport à ces termes-là. Donc, c'est D de V sur D de R, suivant ER, plus 1 sur R dérivé de V par rapport à θ, je divise par cette quantité-là, puis je divise par cette quantité-là, plus D de V sur D de Z suivant EZ. La même chose en coordonnées sphériques,
Un déplacement élémentaire, c'est d de r suivant er, d de θ suivant eθ, r sinus θ, d de phi suivant phi. Eh bien, vous faites exactement le même principe. Vous divisez par rapport à ce terme, voilà, sur d de r. Ensuite, vous divisez par rapport à ce terme 1 sur r, d sur d de θ suivant θ. Et ensuite, vous divisez par rapport à ce terme 1 sur r sinus θ, d de v sur d de phi. Très bien. Maintenant, on va passer aux exemples. On va essayer de calculer le gradient du module. On calcule le gradient, notez bien, là c'est une fausse écriture, je calcule le gradient d'un scalaire, c'est-à-dire le module de OM. Et le module de vecteur OM, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la distance R, qui est racine carrée aux coordonnées cartésiennes x carré plus y carré plus z carré. Et je veux z carré. Je vais essayer de calculer le module de ce vecteur dans les trois systèmes de coordonnées. Et vous allez voir que le calcul de gradient il est plus facile dans un système de coordonnées que dans l'autre. Commençons par les coordonnées cartésiennes. Donc, gradient de R, par définition, c'est d de R sur d de x suivant i, plus d de R sur d de y suivant j. N'oubliez pas les vecteurs, c'est très important, c'est une erreur classique que vous faites, d de R sur d de z suivant k. Bon, je vais calculer la dérivée de R par rapport à x. Et ça sera la dérivée de racine carrée par rapport à x. Donc la dérivée de racine carrée de f, c'est f', c'est-à-dire 2x sur 2 racines de f, sur 2 racines carrées de x carré plus y carré plus z carré. Vous simplifiez par 2 et ça vous donne x sur r. Donc exactement la même chose, dérivée de r par rapport à y, ce sera y sur r. Et donc j'obtiens facilement que le gradient de la distance, ou bien le module R, ce sera I1 sur, je factorise par 1 sur R, facteur de X suivant I, plus Y suivant J, plus Z suivant K. Et ça, ce n'est autre que le vecteur R sur R, ou bien tout simplement le vecteur ER. Voilà. Donc, gradient de R en coordonnées cartésiennes, ce n'est autre que le vecteur ER. Bien. Essayons de faire la même chose, mais en coordonnées cylindriques. Je rappelle ce que c'est que les coordonnées cylindriques. Ce sont ρ, θ et z. Donc la distance OM, qui est petit r, c'est racine de ρ carré plus z carré. Donc j'applique l'expression du gradient en coordonnées cylindriques, qui est d sur d de r suivant ER, plus 1 sur r, d sur d de θ, toujours de r, hein, de R suivant θ, plus D sur D de Z de R suivant K. Bien, la dérivée de ça, donc bien sûr ici c'est D de ρ, on va écrire D de ρ suivant ρ, on va travailler avec ρ. Bien sûr ρ, c'est ça la définition du gradient en coordonnées cylindriques. Donc la dérivée de ça par rapport à ρ, ça vous donne 2 fois ρ sur 2 racine carrée, donc j'applique tout de suite sur 2R suivant ρ, plus, donc là on va travailler 1 sur ρ, d de R pour ne pas confondre R et R, donc c'est bien 1 sur ρ, 1 sur ρ, la dérivée de R par rapport à θ, vous voyez bien qu'il ne dérive pas, il ne dépend pas de θ, donc ici tout de suite je mets 0, plus 0, plus la dérivée de ça par rapport à Z, c'est 2Z sur 2R suivant K. Donc voilà, je simplifie par 2, je simplifie par 2, et qu'est-ce qu'il me reste? Ρ suivant ρ, plus Z suivant K sur R. Ça, c'est par définition le vecteur OM, c'est le vecteur R. Donc à ne pas confondre ρ et R ici, faites attention, donc c'est R sur R. Donc c'est exactement le vecteur R sur R, faites très attention, ça n'a rien à voir avec le vecteur en coordonnées cylindriques, R sur R, c'est ce vecteur-là. D'accord? Donc on va le laisser R sur R, ou bien on va l'appeler prime R. Donc c'est le même résultat que nous avons obtenu en coordonnées cartésiennes. Faites très attention, le vecteur ER ici n'est pas le même que celui qu'on a défini dans le ER ici en coordonnées cylindriques. Bon, on va dire euro. Voilà, on va dire euro et là c'est ER. Voilà, et j'obtiens ER, comme tout à l'heure. Voilà. Donc je reprends ici, hein, d'accord. Donc là c'est, bon, je vais peut-être réécrire ça correctement. Donc le gradient, donc là j'applique, voilà.
Donc le gradient de R, j'applique tout de suite D sur D de rho, de R suivant au rho, plus 1 sur rho, D de R sur D de θ suivant au θ, plus D de R sur D de Z suivant K. Voilà, et on obtient exactement le même résultat que tout à l'heure. Enfin, en coordonnées, en coordonnées sphériques, donc là, vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est la méthode la plus rapide, parce que je vous rappelle, le gradient en coordonnées sphériques, c'est D sur D de R. Alors ici, je calcule le gradient de R suivant ER, plus la dérivée par rapport à θ suivant Oθ. Vous voyez bien ce terme, ROM, le module de OM est égal à R, c'est une fonction de R, il ne dépend ni de θ ni de phi. Donc la dérivée par rapport à θ égale la dérivée de phi par rapport à 0. Et donc vous voyez bien que ça se fait en une seule ligne. Le gradient de R, c'est D de R sur R, c'est 1, c'est le vecteur ER. Voilà, et j'obtiens exactement le même résultat que les coordonnées cartésiennes, que les coordonnées sphériques. Très bien. Bien, on continue. Maintenant, je vais parler du gradient dans d'autres domaines, par exemple dans le thermique. Si vous prenez un barreau qui est chauffé ici à une température T1, bien sûr, la place qui est chauffée va être à une très haute température. Plus on s'éloigne de cette partie-là, vous allez avoir une température T2 et vous avez T1 supérieur à T2. Donc vous avez ce qu'on appelle un gradient de température. Et qu'est-ce qu'on a dit? La direction du gradient va nous indiquer là où la fonction augmente, comme la température augmente dans ce sens-là. Donc voilà la direction de notre vecteur gradient. Et si on suppose que ici à chaque plan, vous avez la température est constante, donc va être perpendiculaire à ces plans-là. Donc voilà la direction du vecteur gradient. Et vous allez voir en thermique que vous avez une densité de courant thermique, densité thermique qui est égale à moins lambda, qui est la conductivité thermique, qui est une grandeur positive fois le gradient de T. Là aussi, le signe moins, sa signification physique tout simplement, c'est que vous savez que la chaleur passe du côté chaud vers le côté froid. Donc le flux thermique, lui, il se dirige dans ce sens. Donc c'est l'inverse du gradient. Or, vous allez voir que le flux thermique, il est lié au flux de la densité de courant. Donc c'est normal, ce qui explique la présence de ce signe moins. On peut trouver aussi l'application du gradient en électrostatique, en électricité. Vous avez la densité de courant électrique, c'est moins gamma la conductivité fois gradient de V. On peut le trouver aussi lorsque vous avez un gradient de particules, on l'appelle la diffusion particulaire. Vous avez aussi une loi identique, G égale à moins D gradient de N. Bon, en électricité, prenez un fil qui est parcouru par un courant. Supposons ici vous avez un potentiel VA, un potentiel VB. Si je pose VA est supérieur à VB, vous savez que le champ électrique se dirige du potentiel le plus élevé vers le potentiel moins élevé. Donc voilà la direction du champ électrique. Le gradient de V, lui, bien sûr, va se déplacer dans la direction où le potentiel augmente. Voilà la direction, le potentiel le plus élevé, c'est ici. Donc le gradient de V, c'est là. Et vous voyez bien là aussi pourquoi E, c'est moins gradient de V. Et donc, gamma, c'est positif, c'est la conductivité électrique. Donc, vous voyez bien que J, il est dirigé dans ce sens-là. Et c'est normal parce que le courant se dirige du potentiel le plus élevé vers le potentiel moins élevé. Et le courant n'est autre que le flux de J à travers une surface. Vous prenez ici une surface donnée, un disque. Vous calculez le flux de J à travers cette surface. Ça, on va le voir en électrocinétique. Ça vous donne la valeur du courant électrique. Donc, vous voyez quelques domaines d'application de cet opérateur gradient. Autre domaine d'application, en mécanique, vous savez que une force conservative, lorsqu'elle dérive d'un potentiel, lorsque F est égal à moins gradient de EP, on parle de force conservative. Ça veut dire que le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi. Le K, c'est le poids. Donc si vous prenez ici l'énergie potentielle égale à 0, l'énergie potentielle de pesanteur, vous savez en mécanique, mg fois Z. Si on calcule le gradient de cette fonction scalaire, c'est la dérivée de E par rapport à Z suivant K, et ça donne mg suivant K. Donc voilà le gradient de EP, c'est un vecteur. Là, si vous avez Z égale à une constante, EP égale à une constante, vous voyez bien que le gradient de EP est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. Or, le poids, bien sûr, c'est moins gradient de EP,
Dans le cas du poids, c'est moins gradient de EP. Et c'est normal, vous faites moins gradient de EP, vous trouvez moins MGH, qui est tout simplement le poids. Donc voilà une application de ce vecteur gradient. Si je calcule le travail du poids entre une position Z1 jusqu'à une position Z2, par définition, c'est la circulation de P, l'intégrale de P scalaire D de R. Si je remplace Z1, P par sa valeur, donc P c'est moins gradient de EP, moins gradient de EP scalaire D de R. Or, on a vu d'après la définition de gradient que gradient de EP scalaire D de F n'est autre que D de EP. La différentielle de EP, par définition du gradient, c'est gradient de EP scalaire D de R, entre Z1 et Z2. Et là, ça vous donne directement l'intégrale D de EP, c'est EP, entre Z1 et Z2. Ça vous donne EP de Z2 moins EP de Z1, avec ce signe moins. Donc, ça sera l'énergie potentielle au point Z1, moins l'énergie potentielle au point Z2. Et vous voyez que le travail du poids ne dépend pas, si vous déplacez de Z2 jusqu'à Z1, peu importe le chemin que vous avez suivi, il ne dépend que de l'énergie potentielle initiale, moins l'énergie potentielle finale. Donc voilà le travail du poids. Donc si la force dérive d'un potentiel, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Voilà une autre application de ce fameux opérateur gradient. Enfin, je termine par un petit exercice. Soit une fonction scalaire, et je vous montre là aussi l'importance du système de coordonnées. Vous avez f de x, y, c'est r à la puissance n tout simplement. On va travailler dans le plan avec r, c'est racine carrée, petit r, c'est racine carrée de x carré plus y carré. Et on va essayer de montrer que le gradient de f est égal à n, r à la puissance n-2 fois le vecteur OM. Vous allez voir, le calcul en coordonnées polaires se fait en une seule ligne. En coordonnées cartésiennes, c'est un petit peu plus long. Donc, par définition, le gradient de f, c'est d de f sur d de x suivant i. N'oubliez pas les vecteurs, plus d de f sur d de y suivant j. En coordonnées cartésiennes, f, c'est racine carrée de x carré plus y carré à la puissance n. Je calcule d'abord avec r, bien sûr, c'est racine r, je rappelle, c'est racine carrée de x carré plus y carré. Je calcule d'abord d de r par rapport à x, ça vous donne x. Bon, là, il n'y a pas z carré. Bon, on peut laisser z carré, c'est pas grave, avec z égale à 0. Donc, c'est d de x, c'est x sur racine carrée de x carré plus y carré, c'est x sur r. Donc, si je calcule la dérivée de f par rapport à x, donc c'est la dérivée de f par rapport à r, ensuite la dérivée de r par rapport à x, parce que r, c'est une fonction de x. Donc là, donc la dérivée de r de f par rapport à r, la dérivée de r à la puissance n par rapport à r, c'est n Rn moins 1. Et la dérivée de r par rapport à x, on vient de le calculer, c'est x sur r. Donc là aussi, on n'a pas besoin de z carré. Donc ça vous donne n fois r à la puissance n moins 1 fois x sur r. Bon, la même chose, dérivée de f par rapport à y, ça sera ny r à la puissance n moins 2. Et donc le gradient de f, je factorise par n r à la puissance n-2, facteur de x fois i, plus y fois j, qui n'est autre que le vecteur r. Et donc ça vous donne n r à la puissance n-2 fois r. Donc c'est exactement la relation qu'on nous demande. Maintenant on va voir qu'en coordonnées polaires, le calcul se fait en une seule ligne. Là c'est une fonction de r. Or, gradient en coordonnées polaires, je vous rappelle que gradient en coordonnées polaires d'une fonction, c'est d de f sur d de r suivant ER, plus 1 sur r, d sur d de θ, de f bien sûr, suivant Eθ. Bon, bien ici, fonction ne dépend que de r, ce terme est égal à 0. Il va vous rester juste la dérivée de r puissance n par rapport à r, suivant ER. Donc ça me donne n Rn-1 suivant ER. Or, le vecteur ER, c'est r sur r, donc ça me donne tout de suite n Rn-2 suivant r. Donc vous voyez, la même quantité, je peux la calculer sans gradient dans un système de coordonnées très très facilement, alors que dans notre système, ça peut demander un peu plus de calcul. Mais c'est toujours, ça se réduit à quelques dérivés. Je termine par un exercice, je dirais quelconque. Pour calculer le gradient de cette fonction, voilà la méthode, la définition donc du gradient. D'où vient la définition de gradient? De la différentielle de f, c'est gradient de f, scalaire d de r. C'est à partir de là qu'on a défini le vecteur gradient. Et gradient en coordonnées cartésiennes, je rappelle, d'une fonction quelconque, c'est d de f sur d de x suivant i, plus d de f
sur d de y suivant j et plus d de f sur d de z suivant k. Ça suppose, même si on ne l'écrit pas, que si je dérive par rapport à x, y et z sont des constantes. Là, bien sûr, ça suppose que x et z sont des constantes. Là, ça suppose que x et y sont des constantes. Bon, dériver ça par rapport à x, y et z constants va vous donner quoi? Ça vous donne 2x fois y, la dérivée de ça par rapport à x c'est 0 suivant i, plus la dérivée de ça par rapport à y, x et z sont des constantes, ça sera x carré suivant j, et plus la dérivée de ça par rapport à z, c2 suivant k. Voilà le vecteur gradient. Donc, gradient en résumé, c'est un opérateur vectoriel, ni plus ni moins. Sa définition en coordonnées cartésiennes est donnée par ça. J'ai donné les définitions en coordonnées polaires et coordonnées cylindriques. C'est un vecteur qui est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. Si vous avez ici une fonction f égale à une constante, vous êtes sûr que le gradient partout est perpendiculaire à cette surface-là. Et si vous avez bien sûr la même surface, ici vous passez à une fonction f de x, y, z est égal à une constante c1, ici à une constante c2, ici à une constante c3. Si c1 est plus petit que c2 est plus petit que c3, au contraire, le gradient va vous donner la direction où la fonction est croissante. Et le module, bien sûr, nous renseigne sur le taux de variation. Est-ce qu'il varie plus rapidement ou il varie rapidement ou moins rapidement. Donc voilà pour cette vidéo, je suppose très largement détaillée sur la notion de gradient. Je l'ai détaillé un peu plus parce que c'est un opérateur qui va nous permettre de définir les autres opérateurs qu'on appelle la divergence et le rotationnel. Le rotationnel. Et vous allez voir que les deux sont définis toujours à partir de cet opérateur nabla qu'on appelle aussi l'opérateur grad. Voilà, bon courage, bonne continuation et à la vidéo suivante où je vais définir et interpréter la signification du vecteur divergence et je terminerai bien sûr par l'opérateur rotationnel. Donc à bientôt pour la suite.